Je vais rouvrir ma caméra après cette petite pause santé. Merci beaucoup. J'espère que vous appréciez le moment passé avec nous jusqu'à présent. Nous avons pensé à ce stade-ci à faire une petite activité d'intégration afin de maximiser la réflexion et l'échange sur la décision partagée. Pour ce faire, nous avons deux questions que nous aimerions vous poser. Ces questions ont été développées par le comité scientifique, mais ils sont issus de nos deux patients citoyennes partenaires sur le comité scientifique, soit M. Poulain, Guy Poulain et Mme Isabelle Côté. Donc, on les remercie là, de leur travail à ce sujet. La première question est: qu'est-ce que les patients et les patientes ou citoyens et citoyennes et les professionnels de la santé ou intervenants et intervenantes doivent changer pour mettre en place la décision partagée? Et la deuxième question est: en quoi la décision partagée pourrait améliorer la santé des personnes? Nous allons donc maintenant séparer l'auditoire en petits groupes. On m'a averti qu'on allait séparer en groupe de 6-7 personnes environ pendant environ une douzaine de minutes. Ces questions seront disponibles en tout temps dans la discussion instantanée, donc vous allez pouvoir vous y référer au besoin. Ainsi, vous allez pouvoir discuter entre vous et échanger sur ces deux questions. Vous pouvez, parce qu'en petit groupe, c'est beaucoup plus facile que dans le grand groupe. Donc, vous allez pouvoir nommer à ce moment-ci, quand vous allez être séparés en petits groupes, vous allez pouvoir nommer dans votre groupe une personne responsable d'écrire le fruit rapidement, le fruit de votre réflexion dans un document Microsoft Word qui peut être en dehors de la plateforme Zoom, bien sûr, d'écrire le fruit de votre réflexion. C'est pas grave si c'est pas en français impeccable. Le but, c'est vraiment juste de voir sur quoi vous avez cogité, c'était quoi le fruit de votre réflexion. Et une fois de retour dans la salle commune, et c'est bien important que je vous dise de le faire une fois de retour dans la salle commune pour que les questions demeurent prioritaires là, dans la discussion instantanée. On vous invite à copier-coller votre document Word, les éléments de votre document dans la discussion instantanée parce que nous, on ne peut pas être dans toutes les salles à la fois et nous aimerions vraiment constater le fruit de votre réflexion et vos commentaires et votre échange à la fin de l'activité aujourd'hui. On aimerait ça savoir qu'est-ce qui s'est dit dans les petits groupes et nous allons le faire par le biais de l'historique de la discussion instantanée et de la conversation. Donc, on y va avec ça. Ne soyez pas gênés. Pour les personnes qui n'ont pas de caméra ni de micro, je vous invite à demeurer dans la salle commune. On va animer la rencontre. Sinon, je vous laisse aller pour une douzaine de minutes, puis on va vous ramener dans la salle commune. Merci beaucoup. Donc, vous devez accepter l'invitation qu'on vous a donnée d'atteindre une salle. Donc, peut-être plusieurs personnes encore sont en pause. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont joint des salles, mais on a encore plusieurs personnes dans la salle commune. Je suis toute seule pour discuter. Julien, est-ce que les questions ont été mises dans la discussion instantanée pour les salles pour que les gens puissent discuter de ces questions? Donc, j'imagine que là, toutes les salles sont, les gens qui peuvent rendre à des salles se sont rendus à des salles. Donc, je suis tout seul dans la rencontre. Je vais essayer de vous nourrir un peu de la réflexion des deux questions. Là, on a qu'est-ce que les patients, les patientes citoyennes et citoyennes de la santé peuvent faire pour mettre en place la décision partagée? Je pense que
je pense que tout à l'heure, dans le bloc qu'on a eu, on a eu un bel exemple de qu'est-ce que les patients et les cliniciens, les professionnels de la santé peuvent faire pour, pour mettre en place la décision partagée. Ben, c'est notamment en s'impliquant en recherche, en développant des nouveaux outils, en développant c'est quoi les besoins des patients, en sachant davantage sur tous les différents domaines de la santé et services sociaux qui peuvent être en décision partagée. Je pense que c'est une bonne façon de la mettre en place. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis podiatre comme dans ma profession. Puis, j'ai décidé d'aller faire mon postdoctorat en prise de décision partagée parce que ce que j'ai constaté en tant que clinicienne sur ma problématique de recherche qui est les ulcères plantaires diabétiques, j'ai constaté que lorsque je donne des choix à mes patients, lorsque je leur donne les effets de mes interventions, par exemple, on a un patient avec une plaie diabétique au pied, je vais être plus capable avec le patient de trouver le traitement qui lui convient, puis que ce patient-là va adhérer davantage à ce traitement. Donc, avoir constaté ça avec mon chapeau de clinicien sur le terrain, ça m'a vraiment permis de dire, ben, je pense que moi, je vais m'impliquer en recherche là-dedans pour pouvoir améliorer la qualité des soins, puis améliorer la façon qu'on peut l'améliorer la façon qu'on peut traiter ces patients-là par rapport à ma problématique de recherche. Dans ma recherche, bien, j'implique des patients partenaires qui vivent avec la condition qui m'intéresse, donc avec des ulcères plantaires diabétiques, le diabète et des manifestations au niveau du membre inférieur. J'implique aussi des cliniciens qui ne font pas nécessairement de la recherche, mais qui peuvent me donner leur impression de terrain, parce que c'est sûr qu'en ayant choisi une voie un peu plus de recherche, ben, je suis un petit peu moins sur le terrain. Donc, si je veux que ce que je développe dans ma recherche puisse être implémenté dans des contextes réels, c'est sûr et certain d'avoir des cliniciens, c'est bon. Ensuite de ça, ben, j'implique aussi des décideurs, des personnes qui font partie des grandes associations pour des grandes associations pour me dire un point de vue politique, là, est-ce que ça se peut, est-ce que ça se peut pas, est-ce que financièrement, c'est où qu'il va falloir frapper, sur quel bon clou pour qu'on puisse aller. Donc, je pense aussi qu'en tant que chercheur, ben, on est citoyen, puis on peut être patient sur d'autres problématiques de santé. Donc, c'est lorsque nous sommes sollicités, bien, c'est de participer. Je vois qu'on a des questions. Nous avons 2 questions que nous aimerions vous poser. Parfait, c'est super. J'essaie d'animer le Zoom, fait que c'est parfait. Qu'est-ce que les patients, citoyens et les professionnels de la santé intervenants doivent changer pour mettre. Ah, c'est les questions. C'est les questions, désolée, c'est les questions du chat. Donc, c'est ça pour la première question. La deuxième question, en quoi la décision partagée pour améliorer la santé de ces personnes? Ben, je l'ai un peu dit sur l'expérience. Je me rattache un peu à mon expérience dans le pied diabétique. L'intervention principale qu'on doit faire lorsqu'un patient a un ulcère plantaire diabétique, c'est de le mettre en décharge, d'enlever le poids sur sa plaie. Si on est capable d'appliquer la décision partagée, puis on est capable de faire comprendre aux patients qu'il y a plusieurs options, puis la dernière option, c'est de ne rien faire, de ne pas porter de modalité de décharge, mais que ça ne l'aidera pas à guérir au final, le patient va avoir plus de chances de choisir il va avoir plus de chances de choisir l'option qui va au moins avoir un effet bénéfique pour lui. Donc, ça peut améliorer, même si c'est peut-être pas l'option qui serait optimale, considérant les kits de pratique, les recommandations, bien, au moins, ben, il va adhérer à une option que lui, ça lui satisfait dans ses préférences, dans son contexte, dans son chemin de vie, par rapport à tout ça. Je vous invite, là, parce que là, je peux parler de toutes sortes de choses. Je vous invite à poser peut-être vos questions directement dans le chat si vous avez des questions ou pour qu'on puisse échanger peut-être avec le chat sur ces 2 questions-là ensemble, même si vous n'avez peut-être pas la possibilité d'échanger dans des petits groupes. Ça me fera plaisir d'échanger avec vous.
Donc, levez la main ou posez votre question dans le chat. Ouvrez votre micro et parlez-moi. Fait que pour l'instant, il n'y a pas de questions. Fait que tout à l'heure, je parlais justement qu'on a toute la on est tous, on parle des patients, des citoyens partenaires, mais on l'est tous à quelque part. Moi, en tant que personne récemment, j'ai eu à participer en tant que patiente partenaire sur un projet de recherche sur la perception de soi chez les femmes qui ont de l'obésité ou des trucs comme ça. Puis ça me fait réfléchir sur se réfléchir comment qu'est-ce que je peux changer, comment je peux contribuer à la science, à la recherche. Donc, il y a sûrement quelque chose qui nous interpelle tous. Donc, c'est en s'engageant, je vais dire le terme engagé, c'est en s'engageant qu'ensemble, on peut améliorer la santé globale, puis qu'on peut améliorer la santé des populations. Puis la décision partagée, ça peut être un outil pour le faire. Puis il existe toutes sortes d'autres outils pour améliorer la santé des personnes. C'est sûr et certain que lorsqu'on est professionnel de la santé, qu'on est sous le serment d'Hippocrate, ben, de, ce qu'on veut ultimement, c'est d'aider son patient. On veut améliorer cette santé-là. Mais lorsqu'on est, on est un citoyen ou un parent, on est mère, on est fille, ce qu'on souhaite pour nos proches aussi, c'est qu'ils soient en santé. Donc, la décision partagée, ça implique aussi les proches aidants, la famille. Lorsqu'on a des personnes qui sont malades dans notre vie, ben, on connaît très bien notre mère, on connaît très bien notre père. Puis, on est les mieux placés pour décider pour eux si eux, ils manquent d'autonomie, par exemple. Donc, c'est oui les patients, mais c'est aussi les proches aidants. Question du public. Comment gère-t-on la décision partagée avec des patients plus âgés qui n'ont peut-être plus nécessairement le jugement qu'elles avaient? Très bonne question. Effectivement, ça vient de rattacher un peu à ce que je viens de vous dire. Je pense que lorsqu'on est un proche aidant, souvent on connaît bien la personne. On connaît bien la personne, on peut connaître un peu ses volontés, ses valeurs, son chemin de vie. Ça nous accompagne aussi dans les décisions qui doivent être prises. Ensuite de ça, ben, on peut se faire aussi porte-parole familiale. Donc, tu sais, c'est pas rare non plus que la personne porte-parole peut aller faire des conseils de famille pour, mettons, prendre une décision pour euh, mettre son père en résidence ou dans un CHSLD parce qu'il n'a plus l'autonomie. Donc, le proche aidant peut être porte-parole de la famille, il peut avoir une discussion familiale par rapport à la décision qui va être prise. Puis, vous allez considérer, mettons, votre père n'a plus l'autonomie de choisir, mais dans sa vie, c'était quoi ses valeurs? Il voulait peut-être pas être lourd pour ses enfants. Il voulait que ses enfants restent autonomes, puissent vaquer à leurs occupations. Donc, ça va peut-être orienter un peu, ces valeurs vont orienter peut-être le choix, peut-être d'aller chercher du soutien pour lui, du soutien, des soins, peut-être à ce qu'il y aille en CHSLD. Donc, c'est sûr et certain que c'est un accompagnement. Dans certains outils d'aide à la décision, ben, ça tient souvent compte, oui, des préférences puis du patient, mais ça prend compte aussi de ce qui est important pour le prochain aidant, pour le patient ensemble. C'est pas rare non plus que par mon expérience, là, par le pied diabétique, on a quelqu'un qui est accompagné de sa femme, puis il ne prend pas de décision pour sa propre santé, c'est toute sa femme qui a géré ses rendez-vous médicaux toute sa vie. Puis aussitôt qu'on lui pose une question, il se vire vers sa femme, puis il demande qu'est-ce que tu en penses. Donc, les décisions peuvent être prises à deux, puis supportées justement de l'entourage. C'est sûr et certain que je ne suis pas la spécialiste pour dans ce genre de décision-là, là, parce que tu sais, ça devient tu sais, un côté éthique, il y a le consentement libre et éclairé, parce que la décision partagée s'inscrit dans le consentement libre et éclairé. Donc, c'est toujours amener les patients et les proches aidants, les éduquer le plus possible et en tenant compte de deux piliers, qui est le pilier de la recherche scientifique et le pilier de la préférence, les choix du patient.
Donc, c'est sûr et certain que si le patient n'est pas en mesure de prendre à 100 la décision par lui-même, bien, il n'en demeure pas moins que le clinicien, le professionnel de la santé, l'intervenant en psychosocial ou peu importe, peut dire, ben écoutez, la majorité des gens vont choisir tel choix dans un contexte comme ça. Il peut aussi partager son opinion, puis ça existe aussi. Puis il y a aussi des personnes qui préfèrent l'approche paternaliste, puis tu sais, ils veulent que la décision, tu sais, on a toujours le choix de prendre la décision à la rencontre quand le patient, quand le professionnel nous présente, mettons, l'outil de décision partagée, les différentes options, les avantages et désavantages. Il y a toujours la possibilité aussi d'ajourner la décision. Donc, de partir avec l'information, avec les différentes options, puis de réfléchir à ça, puis la prendre plus tard, la décision. Donc, tous ces éléments, c'est pas obligé d'être fait rapidement. Ça peut être réfléchi. Il y a d'autres personnes qui peuvent être consultées. Hier, Dr. Légaré parlait de l'approche interprofessionnelle en décision partagée. Ben, euh, par exemple, si votre chiropraticien ou si votre physiothérapeute vous propose des traitements, puis vous n'êtes pas certain, puis vous voulez vous référer à votre médecin de famille, bien, l'approche interprofessionnelle peut s'intégrer dans des cas comme ça. Ça l'aide aussi, là, des fois, c'est pas d'aller chercher une autre option, mais c'est de travailler tous ensemble pour une finalité qui est bonne pour le patient, qui est bonne pour vous. Fait que quand on parle de sujets complexes, placement d'une personne en CHSLD, euh, en maison des aînés, et qu'on veut des soins, qu'on veut toutes sortes de choses, ben, ça implique autant les services sociaux que les soins de santé. Donc, de consulter plusieurs services peuvent aider à mener à la décision avec la famille. Il faut toujours penser que ce n'est pas toujours la relation patient. Médecin de famille. Il y a aussi plusieurs professionnels dans le système de santé, plusieurs intervenants psychosociaux qui peuvent intervenir puis qui peuvent nourrir tout le mécanisme de décision interprofessionnelle. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Je vois, pensez-vous que la décision partagée est adaptée à toutes les problématiques et à tous les patients, par exemple en psychiatrie? Encore une fois, c'est sûr et certain que moi, je vais dire que je suis néophyte dans la décision partagée. Ça fait 6 mois là, que j'explore ce domaine-là pour ma propre profession. Mais ce qu'on me dit, c'est oui. Les recherches aussi ont démontré que la décision partagée, c'est quelque chose qui marche bien pour les décisions sur le long terme, pas les décisions qui sont en soins aigus. Donc, si par exemple, vous rentrez à l'urgence, vous êtes en choc septique, vous avez besoin d'un antibiotique, on ne va pas nécessairement embarquer sur un processus de décision partagée pour vous prendre la décision de vous donner un antibiotique intraveineux parce que c'est très, très aigu. Donc, si vous rentrez à l'hôpital, vous êtes en crise psychotique, puis vous êtes dangereux pour vous-même, on ne va pas enclencher un processus de décision partagée dans un contexte comme ça parce que le but, c'est de préserver votre santé puis votre sécurité. Mais dans les contextes où est-ce que des maladies chroniques, où est-ce qu'on on est. Puis dans les maladies chroniques, il y a aussi les troubles de l'anxiété, les troubles de l'humeur qui font partie des plus grandes maladies chroniques là, au Canada dans les études. Donc, oui, ça s'applique beaucoup au point de vue de psychiatrie, mais pas aux conditions aiguës. Puis moi, mon propre domaine, j'ai lu là-dessus. J'ai lu là-dessus sur lorsqu'on a une gangrène gazeuse après une plaie au pied, le patient arrive en urgence, il ne va pas bien, beaucoup de signes systémiques d'infection, on ne va pas procéder à la décision partagée pour procéder à l'amputation. C'est sûr qu'on va en parler avec le patient, puis on va lui dire, ben, il faut qu'on procède à une amputation parce que votre vie est en jeu, puis que vous pouvez ne pas vous en sortir. Mais on va l'aviser, puis on va amener un support psychologique au patient parce qu'il va peut-être perdre une partie de son pied. Mais en général, on ne va pas procéder par tout le processus, l'outil, pour que le patient décide. Le patient peut faire toujours un refus de traitement. Il peut dire non, je ne veux pas d'amputation. Ça va être fait par le biais d'un consentement éclairé dans le cadre de la médecine.
Mais c'est plus le consentement éclairé qui va rentrer là, dans les conditions aiguës, plus que, mettons, un outil d'aide à la décision où est-ce qu'il y a les discussions, où est-ce qu'on va vraiment demander qu'est-ce qui est le plus important. Par contre, dans un cas d'une amputation qui peut être bénéfique pour le patient, mais qui n'est pas strictement obligatoire, par exemple, on a une plaie avec de l'ostéite chronique, on peut soit enlever la partie de l'orteil ou soit posséder un débridement osseux, enlever la petite portion. Bien, le patient peut choisir de se faire enlever l'orteil parce qu'il y avait un orteil marteau rigide qui faisait en sorte que la plaie n'allait jamais guérir. Ou il peut dire, ben moi, je préfère d'être moins invasif, d'aller juste faire enlever la petite infection osseuse, puis on va essayer de laisser ça guérir par mon corps va guérir par lui-même. En même temps, le clinicien va lui dire, ben moi, ben, je vous dis, votre sang se rend moins bien. Fait qu'il y a moins de chances que ça guérisse. Donc, vous auriez peut-être plus de chances si on vous enlèverait cette partie-là. Donc, ça va être vraiment une discussion parce que là, on n'est pas en condition aiguë. Le patient n'a pas des manifestations systémiques, systémiques de l'infection osseuse. On parle plus d'une condition subaiguë dans mon domaine à moi. Donc, c'est ça. Donc, Julien me dit, est-il possible de prévenir une minute avant le retour des gens? Je leur enverrai un message. Je regarde l'heure. Si je regarde l'heure, attendez un peu. Il faudrait avertir maintenant du retour des gens là, dans une minute, là, comme de quoi qu'on va faire un retour, parce que j'ai moins suivi, là, parce que je sais qu'il fallait que j'anime la grande salle des gens qui n'avaient pas été attribués. Puis je vois qu'il y a quand même beaucoup de monde dans la salle avec mon monologue seul. Donc, Julien, oui, tu peux avertir les gens là, qu'on va les ramener dans la salle, puis on va passer au box suivant. Donc, j'espère avoir répondu à vos questions. Là. Comme je vous dis, je suis néophyte quand même dans la décision partagée. J'entame ma programmation de recherche par rapport à cela. Donc, je n'ai pas réponse à tout. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis très animée, très excitée par rapport à la décision partagée parce que ça augmente l'adhérence, ça réduit les coûts en matière de santé, ça réduit ce qu'on appelle les inégalités en santé. Euh, Ensuite de ça, ça permet de tenir compte du patient, puis tenir compte aussi des professionnels, puis d'avoir une pratique basée sur les données probantes, tout en considérant, parce que dans la pratique basée sur les données probantes, il y a aussi l'expérience du clinicien, il y a l'expérience des patients, puis il y a les données probantes. Donc, on vient vraiment pratiquer une bonne médecine. Puis je pense que c'est ce qui est souhaitable pour l'ensemble des personnes et pour les gens qu'on aime. On veut qu'ils passent à travers leurs problématiques de santé. Donc, ça dit, ils sont prévenus de retour dans. Vous pouvez annoncer leur retour. Donc, j'annonce le retour. Je ne sais pas si c'est moi qui dois faire ça, l'annonce du retour. J'annonce le retour. Est-ce que les gens sont tous revenus? Ils sont prévenus et seront de retour dans 30 secondes. Il leur reste 60 secondes pour revenir. Super. Fait qu'on va attendre le retour de tout le monde. Désolée d'avoir monologué ça seul dans la grande salle pendant ces 12 minutes. On va attendre le retour des gens. Julien, est-ce que tu peux m'avertir lorsque la totalité des gens sont revenus? Parfait, merci. Il reste 15 secondes avant le retour de toutes les personnes pour qu'on poursuive.